aussi. Votre grand intérêt pour cet événement nous fait beaucoup de plaisir et pour la norme nouvelle, naturellement. De notre point de vue, la norme révisée EduQua 2021 présente beaucoup d'avantages, mais on veut surtout vous présenter et donner des informations aujourd'hui pour bien vous préparer au passage à la nouvelle norme. Ça, c'est le but, l'objectif de cet événement. J'ai le plaisir de vous présenter tout à fait, principalement les nouveautés de la norme et aussi de la procédure. Comme responsable du secrétariat EduQua et comme aussi responsable du projet de la révision. Moi, je travaille à la FSEA depuis l'avril 2019. J'étais responsable pour l'élaboration de la nouvelle norme. Auparavant, j'ai longtemps travaillé dans la formation des formateurs et formatrices, et comme formateur aussi, et aussi comme responsable d'offres. Et j'étais aussi responsable de qualité dans diverses institutions. Et ça, ce point de vue, ici de la pratique, a été très important pour élaborer la nouvelle norme. Aujourd'hui, maintenant, je me trouve de l'autre côté, côté de la norme, et je suis très intéressé à entendre aujourd'hui vos questions, vos réactions et préoccupations relatives à EduQua 2021. Aussi venant de la pratique. Alors, je vais bien vous montrer les buts, les thèmes de cette présentation. On va commencer déjà avec une chose, je pense, très importante, les règles de transition et les possibilités Ouli, pour faire le passage. J'ai rien dit, pardon. Ah, je vais mettre sur mon écran peut-être. Vous le voyez, non? Pas encore. Ah non, c'est mieux. Alors, comme j'ai dit, on va commencer avec les règles de transition. Comme ça, déjà, les informations plus importantes sur ce point sont faites. Après, je vais donner des informations sur les nouveautés de la norme d'abord, les orientations et la structure et aussi l'extension de la partie de la direction et du management. Et aussi des offres de formation, ce qu'on a changé là, la nouvelle orientation sur les tendances qu'il y a, les tendances actuelles dans la formation continue. Après, vers la fin, je vais dire aussi quelques mots sur la procédure de certification, ce qui est nouveau, ce qui est resté, et un point important aussi sur la perméabilité envers les labels de qualité pertinents en Suisse. Voilà, ça c'est les choses les plus importantes du contenu. Sur les règles de transition, ils ont été définis en échange avec les instances de certification et aussi avec le SAS, le service d'accréditation suisse. Vous voyez que la recertification selon la nouvelle norme, selon EduQua 2021, est principalement possible dès maintenant, dès février, mais il faut que les instances de certification sont accréditées d'abord par le SAS. Alors, ça peut durer encore un petit peu, mais on a la chance que la procédure de cette accréditation est assez compacte. On peut le faire seulement sur la base d'un dossier. Alors, on est optimiste que ce sera possible bientôt de faire la recertification selon la nouvelle norme. Dans le même temps, on peut dire que jusqu'à la fin de cette année, ça sera toujours possible de se recertifier selon l'ancienne norme 2012 jusqu'au mois de décembre de cette année. Et les certificats qui sont faits après cette recertification restent valables
au maximum jusqu'à fin juin 2025. On a plus de 3 ans de délai de transition. On a 3 ans et demi, si vous voulez, jusqu'à juin 25. Si vous voulez faire le passage, vous avez 3 possibilités. Bon, la possibilité, disons, normale, ça sera qu'on passe à l'occasion de la recertification, à l'expiration du cycle de certification, ça sera le chemin normal, disons. Mais si on veut aller déjà plus vite, on a 2 possibilités encore. On peut prendre un audit intermédiaire et faire une recertification anticipée lors de cet audit. Comment on peut faire ça? On peut discuter ça et régler ça avec l'instance de certification. Et puis après, il y a encore une possibilité. On pourrait aussi faire un upgrade de la norme 2012 lors d'un audit intermédiaire et le cycle de certification reste le même. La possibilité que j'ai dit avant, là, on a un nouvel cycle de certification. Voilà, ce sont les choses les plus importantes. J'aimerais bien voir s'il y a déjà des questions sur ce point, comme ça, si vous voulez, vous pouvez les mettre dans le chat. Est-ce que ces explications sont claires? Il y en a une dans le chat, Ouli. Est-ce que si nous faisons une certification intermédiaire, cela prolonge la certification et quel est le prix? Sur le prix, je ne peux rien dire. Ça, c'est vraiment une chose qui doit être discutée avec l'instance de certification. Si vous faites une recertification anticipée, c'est clair que le nouveau cycle, on va regarder ce qui est resté, disons, de durée du cycle. On va mettre un nouveau prix plus bas pour le nouveau cycle. Mais en tout cas, les règles concrètes, il faut parler avec les instances de certification. C'est la chose meilleure. Encore? Non, tu peux continuer. Il y en a Très pas. bien, merci beaucoup. Alors, je passe à la norme. Je vais vite vous dire quelque chose sur le processus de recertification de ce projet et aussi sur les objectifs de la norme. Et, vous voyez, on a déjà commencé en 2017 à faire des enquêtes auprès de toutes les parties prenantes. Et après 19, on a préparé les documents, on a élaboré les nouveaux documents EDUQUA. Et ce qui était très important pour nous, c'est de faire ce pilotage où Madame Chimi a participé et de valider la nouvelle norme avec ce pilotage, aussi pour faire après notre rapport au SAS, le service d'accréditation suisse, qui a prouvé la nouvelle norme, qui a fait une évaluation pour voir si cette norme est valable et si elle convient aux normes supérieures internationales d'un système de management. Ça, on a eu la libération au mois de novembre de l'année passée, en 2021, et après, on a publié la nouvelle norme. Ce sont les phases les plus importantes. Et c'est peut-être pas mal de regarder qu'est-ce que les parties prenantes avaient comme besoin de changement sur EDUQUA 12. Je ne sais pas ce qui était pour vous, ce qui était important pour vous. Là, dans les enquêtes, on a vu qu'il ne fallait pas faire une révision totale parce qu'il y avait une haute... les gens étaient contents avec cette norme. Il y avait des points concrets et il fallait faire un développement continu de cette norme.
Par exemple, du point de vue des pouvoirs publics, c'était important d'une meilleure prise en compte des risques et des exigences légales. Vous verrez qu'on a fait des nouveaux critères sur ce point-là ou ces points-là. Et naturellement, pour tous, c'était très important d'intégrer les tendances qu'on a dans la formation continue, comme la numérisation et aussi la flexibilisation de la formation des offres, des formes d'offres. Voilà, pour les prestataires, c'était très important de préciser les standards, de préciser les exigences, mais aussi de regrouper les standards ou bien des critères comme on les nomme aujourd'hui, parce qu'il y avait quand même des choses qui n'étaient pas très claires dans la norme ancienne. Et pour tout le monde aussi, c'était important de faire un pas pour mieux orienter la norme vers la certification de l'institution et ses offres. De ne pas certifier une offre comme on a commencé il y a 20 ans avec la norme EDUQUA ou le label EDUQUA. À la fin, aussi pour les prestataires et aussi pour les pouvoirs publics, c'était très important d'améliorer la perméabilité aux labels spécifiques à l'offre qu'on a en Suisse, comme FIDE Label, comme Inqualis, mais aussi envers les normes ISO. On en revient. Et aussi, c'était clair, on veut aussi toujours avoir une accréditation des instances de certification par le SAS pour donner un poids à cette norme. Comme ça, le but principal, les objectifs principaux de la nouvelle norme, vous voyez, on a dit, c'est clair, on veut que cette norme, on veut aligner EDUQUA sur l'avenir proche, peut-être ce sont 5 ans qu'on peut dire, 10 ans c'est déjà longtemps, comme on a vu, les choses changent très vite. Mais on a regardé d'intégrer les tendances et on voulait en tout cas, en première ligne, souligner et soutenir efficacement l'assurance et le développement de la qualité pour les prestataires. Et aussi, de l'autre côté, prendre en compte les besoins de structures de soutien des pouvoirs publics. Comme j'ai dit avant, par exemple, sur le plan du management des risques. Et en tout cas, on voulait positionner EDUQUA mieux comme standard de base envers les autres labels. Un standard de base dans la formation continue dans tous les secteurs. Si on regarde ce qu'on a fait, le résultat, si vous voulez, je crois qu'on a réussi à faire vraiment atteindre ces objectifs importants. On a une structure, selon nous, selon notre point de vue, plus évidente et compréhensible de la norme. On a vraiment une partie direction et management de la qualité qui est élargie, qui a un poids plus grand. On commence dans la norme avec cette partie. C'est vraiment une autre structure, une structure qui a changé. Et on a intégré surtout les tendances de la numérisation et de la flexibilisation de la formation continue. Comment je vais faire? Je vais vous dire après. Et la procédure, c'est maintenant, on a une procédure qui est vraiment axée sur l'institution. Ce n'est plus nécessaire de faire voir chaque fois une offre spéciale, de faire un dossier sur cette offre, ça c'est plus nécessaire. On va montrer le système de qualité prenant de toutes les offres qu'on a ou bien des exemples de toutes les offres qu'on a. Voilà. Ce qui a changé aussi, vous avez vu peut-être, si vous avez regardé sur le site, on a maintenant 3 documents. On avait jusqu'à présent tout dans un document. Maintenant, on a un règlement séparé pour la procédure de la certification. Il est plus précis, c'est plus clair, je pense.
ça fait du sens qu'on a la norme avec les revendications, les critères et la base de la norme, et aussi le glossaire. Et après, le règlement, et encore, nouveau, une directive où on trouve des explications et tous les indicateurs qu'on peut prendre pour mieux mettre en pratique des exigences, des critères, des divers critères. Pour nous, la nouvelle structure de la norme est plus proche de la pratique. J'ai déjà dit, on commence avec la partie de la direction et du management de la qualité, et après, on va pas pour pas vers la conception et puis la mise en œuvre et l'évaluation des offres de formation continue. Je pense que c'est un chemin plus organique, si vous voulez, aussi de la pratique. Concrètement, on a maintenant mis 8 principes. Avant, on avait 6 critères. C'est sur le plan très général, les exigences plus importantes, si vous voulez, la compréhension de qualité, c'est là-dedans. Et on a de nouveau, maintenant, on a des 19 critères. Précédemment, c'était les 22 standards. On a éliminé le terme de standard parce qu'on l'utilise pour tout. Une norme, c'est aussi un standard. Et puis, on a un standard pour mesurer quelque chose qu'on a fait dans la qualité, dans l'assuration de la qualité. Alors, vous voyez, le terme standard peut-être n'était pas si clair. Alors, on a mis critères, 19 critères. Et on a mis ensemble aussi des standards, des anciens standards, dans des nouveaux critères, et on les a attribués clairement aux principes. Ce qui est aussi important, la partie du directement de la management est à un poids plus grand maintenant. Dans les critères même, on a toujours déjà, on commence avec les explications du critère, le principe, le titre de ce critère, le facteur de réussite et les objectifs. Là, vous pouvez déjà voir le caractère de ce critère. Après, on a les exigences essentielles pour chaque critère. On a mis, je pense, on a beaucoup travaillé pour faire des conditions précises et aussi uniformes, avec les termes techniques qui sont uniformes et actualisés. Et puis, sur les preuves, on a aussi une différenciation. On peut toujours, c'est clair, il y a des preuves nécessaires, il y a les documents qu'il faut toujours, en tout cas faire, ou bien montrer, ou bien une sorte de preuve qu'on a dans la pratique pour faire voir qu'on remplit une exigence. Et il y a aussi d'autres documents possibles qu'on peut mettre, parce que chaque prestataire, chaque institution de formation continue a ses propres vie, propre chemin à faire valoir la qualité dans les offres de formation et aussi dans l'institution. Les indicateurs et toutes les explications concernant les critères sont maintenant dans la directive. C'est vraiment une chose de manuel pratique avec des propositions d'indicateurs qui peuvent aider à mettre en place le management de qualité concret. Ici, vous voyez la nouvelle structure des 8 principes. C'est vraiment l'orientation principale de la norme 21. Vous voyez tout de suite qu'on a mis la norme dans une orientation au contexte et à l'environnement. Ça, c'est le cercle de dehors. Et puis le prochain cercle, c'est aussi très important, ce sont les attentes des parties prenantes et des clientes et des clients. En tout cas, c'est très important. Et après, on vient plus proche vers les offres de formation. C'est d'abord l'organisation qui est très important.
On a les trois principes, vous voyez déjà en haut, la direction, le management de la qualité, et aussi le choix et le développement des formatrices et des formateurs et les accompagnatrices et accompagnateurs d'apprentissage. Après, on a la partie la centrale, le cercle plus foncé dans le centre, c'est vraiment la conception des offres de formation sur l'information et les ressources qu'il faut jusqu'à la mise en œuvre des mesures de formation continue. Et on a une partie entière de l'évaluation et du développement des offres, mais aussi des services autour des offres et des retours aux formateurs, formatrices qui sont dans le principe H. Vous voyez ici le premier boucle de qualité. On a maintenant deux grands boucles de qualité. On a mis ensemble un peu les boucles qu'on avait. D'abord, on a ce boucle de qualité sur la direction et le management de la qualité, avec ces quatre principes qui sont mis ici. Vous voyez, on peut commencer avec le contexte et on arrive jusqu'aux mesures de développement, de formation continue. C'est vraiment un cercle, un boucle de qualité avec tous les critères de la direction d'abord, et on va aller plus proche au système de management de qualité. Ce sont liés, les deux côtés sont liés ensemble très étroitement. Ici, dans cette partie, on a mis d'autres, des nouvelles exigences, des nouvelles exigences et aussi des nouveaux critères. On a déjà parlé, d'abord, on voulait avoir l'orientation contextuelle. Il faut inclure l'environnement, c'est un nouveau critère A1. Après, il y a l'identification et surtout la gestion des risques et des opportunités. Ça, c'est aussi un nouveau critère, A5. Ainsi, c'est aussi un aspect très important, c'est la protection des données et aussi la sécurité des informations et le pilotage des documents. Ça, c'est un nouveau critère qui me semble très actuel. Et là, c'est vraiment l'objectif de voir les règles qu'on a supérieures, aussi les règles légales, et de les mettre en œuvre dans la propre institution de formation. Avec tout ça, on veut améliorer la durabilité de l'institution de formation. Ça, c'est un intérêt des clients et clientes, mais aussi des pouvoirs publics et aussi de l'institution elle-même. C'est clair, pour vous, c'est très important d'avoir une bonne durabilité, cette continuité des offres, par exemple, c'est très important. Alors, ces critères aident à faire des mesures pour aller dans cette direction. Je pense qu'on a un peu trouvé un équilibre entre les besoins de contrôle, mais aussi une marge de manœuvre pour les citations concrètes de la pratique. C'était toujours notre but quand on a formulé et développé les exigences et les critères. On a aussi respecté que les institutions de formation, comme toutes les organisations, se sont développées. On a maintenant diverses formes d'organisation, diverses formes de travail. On a des institutions qui sont plutôt structurées sur une forme agile, et dans d'autres, on a toujours l'orientation vers les processus, ou bien on a les organisations qui ont des formes hybrides, mixtes, de toutes sortes. Alors, tout ça, c'est possible dans ce domaine de la direction et de la gestion et du système. Le deuxième boucle de qualité, vous voyez ici, on a mis ensemble la conception des offres de formation continue avec la mise en œuvre. Parce qu'on pense qu'on ne peut pas séparer, c'est lié ensemble, tout ce processus, c'est vraiment un boucle de qualité.
Ça va du développement de la conception jusqu'à la mise en place des séquences d'apprentissage et jusqu'à la évaluation à la fin des offres, mais aussi les retours pour les formateurs que vous voyez le H2 sur le côté gauche de ce boucle de qualité. Important, c'est vrai, naturellement, c'est aussi l'information sur l'offre et l'infrastructure ou l'environnement de l'apprentissage qu'il faut pour faire un bon apprentissage. Ici, je prends l'exemple de la numérisation de la formation continue pour faire voir qu'est-ce qu'on veut dire si on dit on veut s'orienter vers un futur proche. Ça veut dire on a regardé ce qu'on a comme tendance actuelle et qu'est-ce qu'on peut déjà dire sur le développement qui vient. On a été surpris pendant le processus de développement de la pandémie et toutes les conséquences dans le changement qui étaient beaucoup plus rapides qu'avant, surtout dans les offres en ligne et les offres mixtes. Maintenant, on a une plus grande diversité de toutes les offres. On a déjà commencé à changer un peu la terminologie. On parle aussi d'accompagnateur, accompagnatrice, parce qu'on pense que le rôle de formateur, formatrice change encore plus vers l'accompagnation de l'apprentissage. Et on a aussi dit, on n'a pas seulement des cours, on a aussi des programmes, par exemple, basés sur des programmes de web ou bien en ligne. Peut-être il faudra dire aussi des séquences d'apprentissage ou bien des unités d'apprentissage, des situations, pas seulement des cours classiques. Voilà, c'était cette forme de diversité des formes d'offres et d'apprentissage. Vous les voyez dans tous les critères de D jusqu'à G, jusqu'à la mise en œuvre des situations d'apprentissage. Par exemple, on a dit que les prestataires ou bien les responsables des offres de formation doivent toujours dire bien pourquoi ils choisissent un certain modèle d'apprentissage. Si c'est analogue en présence, ou bien si c'est en ligne, ou bien mixte, il y a des raisons didactiques et raisons de qualité alors pour choisir ce modèle. Ça, c'est la chose la plus importante. Et on a des exigences spécifiques qui sont intégrées dans les critères qu'on avait, disons des thèmes, les caractéristiques, ce n'est pas toujours les nouveaux, mais on a intégré des exigences spécifiques dans ces critères, par exemple concernant l'utilisation de médias numériques et des formes d'apprentissage basées sur la technologie. Là, par exemple, on a dans le critère G2 sur la mise en œuvre méthodique des situations d'apprentissage. On a toute une partie, qu'est-ce qu'on doit faire lors de l'utilisation d'environnements et de médias d'apprentissage, faisons appel aux technologies. On a quelques exigences et dans le preuve, on doit faire voir ou bien montrer les lignes directrices pour le développement et l'utilisation des moyens didactiques basés sur la technologie. Là, vous voyez directement comment on a essayé d'intégrer toutes les formes possibles qu'on a. Bon, on ne sait pas, avec les changements qu'on a, avec augmented reality, virtual reality, peut-être il faudra changer après 3 ans, 5 ans déjà de nouveau. Je m'excuse, Ouli, le temps passe. Très bien. Est-ce que tu sais quelle heure il est? Il faudrait qu'on soit un peu dans les temps pour les autres présentations, pardon. Très bien, merci. Je vais accélérer un peu. Ici, vous voyez l'orientation principale de cette norme. La chose la plus importante, c'est l'orientation vers les compétences et notre compréhension de l'apprentissage qui est orienté vers un apprentissage qui est un processus subjectif. Ça, vous pouvez lire dans la première partie de la norme. Je vais déjà aller
plus loin maintenant et vous dire encore quelques mots sur la procédure de certification. En général, cette procédure est restée la même parce que c'est clair, on a le cycle de certification de 3 ans, comme vous voyez ici, avec les audits de certification, recertification et les audits intermédiaires. Ça reste comme ça. Aussi les 3 catégories qu'on a, la procédure A, B et C, et aussi la calculation en fonction des périodes participantes et participants. Ça reste tout. Aussi l'auto-évaluation, on en revient après. Mais il y a quand même des changements assez importants. Comme j'ai dit, on veut que la procédure peut être faite sans, la certification peut être faite sans toujours faire voir une offre spéciale. On va faire un dossier réduit, si vous voulez. Il ne faut plus faire la documentation d'une offre dans chaque audit. Ça, c'est déjà un changement très important. Ça, c'est une réduction des charges aussi lors du dossier de l'audit. Mais on fera, les auditeurs, les auditrices, des échantillons de différentes offres. Vous avez aussi la possibilité de faire voir vos mesures de qualité dans toutes les offres que vous avez. Le temps d'audit est légèrement augmenté, c'est parce qu'on voulait aussi que cette procédure respecte les normes internationales nouvelles qu'il y a depuis 2015. Et ça veut dire qu'on a cette augmentation des temps, mais légère. Et c'est aussi la raison principale pour une augmentation modérée des coûts. Vous voyez que la catégorie A, désormais, coûtera le toit, disons, le maximum, c'est à 4 950. C'est 1 000 francs de plus qu'on avait, et c'est la raison principale que j'ai dit pour ce changement. Le dernier point, c'est la perméabilité d'Eduqua envers les autres labels de qualité en Suisse relevants ou bien pertinents. Vous voyez ici que c'est important que Eduqua est sur le niveau de prestataire, sur l'institution, c'est la norme de base pour les institutions de tous les secteurs. Il y a l'autre niveau, ce sont les exigences spécifiques relatives à l'offre ou bien au domaine. Là, on a aussi des labels et des normes ou bien des principes de qualité, par exemple pour les appels d'offres. Dans divers secteurs, comme par exemple la deuxième langue des étrangers en Suisse, les adultes. On a 3 points très importants. On a pris un accord avec Inqualis. On a la reconnaissance mutuelle, la substitution mutuelle des parties direction et gestion de qualité. Alors, on peut laisser à part si on a déjà dans un label. Et puis, on a aussi avec FIDE un accord avec le SEM. On a fixé la complémentarité. On a dit on ne veut plus le double contrôle. La procédure est séparée, c'est complètement séparé, mais on peut utiliser des documents dans tous les 2 procédures, certification. Enfin, envers les normes ISO 9001 et 21001, vous voyez, on a, avec l'alignement du système de management dans Eduqua, on va avoir une possibilité plus grande de faire des synergies, des effets de synergie en cas de procédure. On peut épargner le temps et aussi les coûts de la certification. Voilà. J'arrive à la fin. J'ai dit, on a voulu orienter le label Eduqua envers l'institution de formation continue et ses offres, toutes les offres. On veut soutenir la mise en place d'un système de gestion de qualité pratique et surtout efficace qui donne une marge de manœuvre aux prestataires. Et on veut aussi encourager un développement durable de l'institution. Surtout, on a aussi l'assurance et le développement de la qualité
dans des offres très différentes, dans une grande diversité. Et on a bien défini, mieux défini la relation avec les autres relèves de qualité pertinents en Suisse. Voilà ma présentation pour le moment. Il y a la possibilité de faire les questions en écrit maintenant sur le chat. Merci, Ouli. Je les ai repérés, je vais me permettre de les relayer. Pour commencer, un exemple tout simple pour comprendre ce que l'environnement veut dire concrètement. L'environnement, c'est déjà régional, c'est déjà dans le secteur où on est, la concurrence, si vous voulez, le marché de formation continue, tout ce qui est important pour le développement et l'orientation de cette institution de formation continue. Et naturellement aussi les intérêts et les attentes des parties prenantes. Ça, c'est la chose la plus importante. Merci. Est-ce qu'il y aurait un exemple pour risques et opportunités? Oui, les risques sont très... Bon, dans le management de la qualité, on parle toujours des risques. Hein. C'est peut-être l'objectif principal du management de qualité, c'est de diminuer les risques. Mais aussi, on veut parler dans ce critère des risques très concrets. Par exemple, si une institution de formation continue a surtout un genre d'offre de formation qui est soutenu aussi des pouvoirs publics, ça pourrait changer. Hein. Il faut regarder, est-ce que c'est vraiment durable, cette construction qu'on a, si par exemple 60% ou 70% de nos offres sont dans ce domaine. Alors, est-ce qu'on peut arriver à une plus grande diversité d'offres? Ça serait peut-être une réponse. Je pense qu'il y a beaucoup de risques dans la construction ou l'orientation de l'offre, mais aussi des opportunités qu'on n'a pas encore vues. On a peut-être un champ, des contenus, des offres de formation qui sont proches à ce qu'on fait déjà, ou on a des opportunités pour élargir et développer des nouvelles formes, des nouvelles offres. Ça, on dit, il faut faire l'analyse déjà, et il faut faire une estimation des risques et des opportunités et dire, présenter comment on veut traiter ces risques et ces opportunités. Ensuite, juste encore une question. Quelle est la différence entre une séquence d'apprentissage et une unité de cours? Est-ce que tu aurais un exemple? On voulait seulement dire avec ça, pas toutes les sessions de formation ou les séquences de formation, c'est cours. Parce qu'avec cours, on a une image, ce qui se passe. Il y a un formateur, une formatrice qui donne le cours, on a le setting. Après, maintenant, on sait que c'est plus en présence, naturellement, ça peut être en ligne aussi, mais il y a d'autres formes complètement diverses où on apprend individuellement et autonome. On a un programme de formation et les formateurs, formatrices sont plutôt des accompagnateurs, accompagnatrices. Il n'y a plus un cours, hein. C'est moi qui décide quand et quoi j'apprends, où je fais mon approfondissement. Ça, on voulait dire, ça c'est une autre forme. Alors on a cherché de trouver des termes pour ça. Ça, il y a un programme où il y a une citation de formation. Je continue, on essaie de se dépêcher. Comment prenez-vous en compte les formations en ligne? J'ai essayé de dire ça un peu. On a toujours essayé de regarder si les exigences qu'on définit sont vraiment ouvertes pour toutes les formes, aussi pour les formes en ligne. Peut-être on va encore apprendre ce qu'on doit changer encore et ouvrir encore, mais comme c'est maintenant, je pense qu'avec les exigences qu'on a, on peut toujours les appliquer sur les formes aussi en ligne ou bien mixtes, blended. Et encore une question, comment l'échantillonnage sera-t-il défini? Est-ce que c'est l'institution qui choisit ou c'est l'organisme d'audit? C'est plutôt l'organisme d'audit, mais c'est clair que vous êtes en discussion avec eux, ou peut-être vous avez plusieurs places où vous faites la formation. On va surtout voir que toutes les places de formation, les sites, sont visités après un certain temps, après
un cycle, on ne peut pas en parler. Mais c'est clair, sur tous les critères, les exigences, l'auditrice, l'auditeur peut poser des questions, mais comment vous le faites ici, par exemple, vous pouvez faire moi, montrer ce que vous faites là, qu'est-ce que vous avez atteint comme qualité, qu'est-ce que sont les mesures. Mais c'est une discussion avec eux. Alors, il y a encore beaucoup de questions. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez voir plus tard, il y aura un Padlet. Je vais reprendre toutes vos questions, puis on y répondra ultérieurement. On est pressé par le temps parce qu'il y a d'autres présentations. Je propose, Ouli, on fait comme ça, on passe la parole à Solange et on reprendra vos questions d'une autre manière plus tard. Désolée, merci. Ok, bonjour. Donc, merci Ouli et merci Annika de me passer la parole. On va faire un peu de un marathon à la vitesse d'un sprint. Donc, on va tout de suite aller dans le cœur du sujet. Donc, je vais vous présenter ma présentation. Je vais vous mettre ma présentation en place. Voilà. Est-ce que c'est visible par tout le monde? Voilà. Donc, après le point de vue des porteurs de la norme, je vous propose de voir celui des utilisateurs. Et pour partager avec vous une vision personnelle de la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui et qui est issue de mes réflexions et de mes expériences avec la norme EDUCA depuis 2002. Alors, peut-être quelques points de repère pour vous permettre à ceux qui ne me connaissent pas de faire le lien avec ce que nous allons partager. J'avais prévu 20 minutes, nous allons partager ça de manière plus rapide. Et dans un premier temps, j'ai fréquenté des très grandes entreprises à la sortie de mes études et j'étais active dans des départements de marketing, de vente, de communication. Et puis, à cette occasion, j'ai découvert l'existence de la qualité à travers les balbutiements de son implantation dans les domaines des services. Ils étaient très au point dans le domaine industriel. Et c'est vrai que le domaine des services a été quelque chose d'assez compliqué à intégrer par rapport à la qualité. Et puis, ensuite, je suis sortie de ces grandes structures pour créer, avec mon associé, notre société qui a été active dans le conseil et la formation aux entreprises. Et enfin, ça fait 18 ans que j'ai fait une grande rencontre, c'est celle avec EDUCA, et que je n'ai plus quitté au titre, comme vous pouvez le voir là, de formatrice d'adultes, de consultante et d'auditrice accréditée. Peut-être un mot sur ce que nous allons partager pendant ce temps ensemble. Je voulais quand même vous expliquer que EDUCA 2021 est quand même l'héritier de 30 ans d'histoire et que les origines et les effets de son implantation vont, comment dirais-je, marquer le contenu d'EDUCA. Et puis, il y a quelque chose que je voudrais voir avec vous qui me paraissait important, c'est quelles sont les adaptations que vous allez devoir prévoir pour mettre votre système qualité à niveau. Et enfin, on parlera des points d'attention dans l'optique de quels sont les bénéfices que vous allez tirer des changements qui vous attendent. Donc, si vous êtes prêts, alors on va y aller. D'abord, pour commencer, il faudrait se reporter à la fin des années 90. À cette époque, le marché de l'offre souffre d'un déficit de qualité. Il est opaque et les deniers publics dépensés pour la formation et la réinsertion sociale des travailleurs sont alloués un peu à l'aveuglette. Il faut y mettre de l'ordre et de la clarté pour s'assurer que les prestataires privés qui se voient confier des mandats par les pouvoirs publics sont dignes de confiance. C'est comme ça que le label EDUCA naît en 2000. Donc, EDUCA est majeur depuis 4 ans et va contribuer dans les années qui suivent à l'assainissement du marché en se focalisant sur l'offre. Et ça, c'est important parce que c'est quelque chose qui va se poursuivre tout au long du développement d'EDUCA. En effet, donc, EDUCA 2012, les années passent, le marché s'assainit. Et dès 2008, la commission porteuse d'EDUCA se remet au travail
et abandonne la notion de label au profit de celle d'une norme. Et ce qui devient Educa version 2012, elle est prête et elle va être opérationnelle dès 2013. À quoi ressemble alors, au moment où on sort Educa 2012, vous devez même vous en souvenir, elle se compose de 6 critères, dont le plus important, pour toujours ces raisons historiques, reste celui consacré aux offres. Mais apparaissent 2 nouveaux critères dans la structure Educa 2012 qui sont consacrés au système qualité et à la direction. Depuis 2013, les organismes certifiés vont intégrer peu à peu ces 2 nouveaux standards relatifs au système qualité et à la direction. Et en 2017, il se passe que la norme est en début de révision. Et là, c'est un des points fondamentaux pour bien comprendre où vous allez mettre les pieds avec Educa 2021, c'est que on assiste 4 ans plus tard à un retournement de la perspective. C'est-à-dire que 2012, jusqu'à Educa 2012, jusqu'à maintenant, tout est centré sur l'offre. D'ailleurs, les questions posées à Uli Bourgui le montrent bien. Il y a quelque chose là qu'il va falloir éclaircir dans les organismes de formation. Mais le plus important, c'est que l'ordre s'inverse dans la hiérarchie des critères précédemment explorés. Educa 2021 a fait un lifting pour se rapprocher de la philosophie ISO. Il faut être clair, ISO est le leader du marché des certifications et vouloir maintenir une vision différente rend les choses compliquées pour les organismes des organismes de formation. Ainsi, si auparavant la direction était considérée comme un appui, hein, c'était bien si la direction soutenait la démarche qualité, mais maintenant Educa 2021 en fait le premier principe de sa norme, immédiatement suivi par la gestion du système qualité. Et vous vous souvenez précédemment, si on regarde le diapo, si on se souvient du diapo précédent, direction et système qualité était à la fin de toute préparation d'audit. On se disait, ah, oui, au fait, la direction, oui, ils sont d'accord. Hein. J'ai souvent assisté à des audits où la direction n'était pas présente. Et ça n'empêchait pas que comme l'offre était vraiment conforme, tout était bien mis en ordre et on fournissait tout ce qu'il fallait, que la certification, voire la recertification se déroule correctement. Alors, ce qui serait intéressant de voir maintenant, c'est comment ce retournement a-t-il été rendu possible? Parce que ça s'est ancré dans une situation dans laquelle vous êtes largement impliqué, vous, en tant qu'organisme de formation. Ce qu'il faut voir, c'est que, outre donc un alignement sur le leader du marché, les porteurs d'Educa ont surtout constaté que le marché de l'offre était arrivé à un bon niveau de qualité. Et ça, ce bon niveau de qualité, on le doit à tous les prestataires qui ont adhéré à la norme Educa. Ensuite, le point important, c'est que cette maturation progressive s'est manifestée par un développement de la vision managériale dans les organismes. Cette vision managériale s'impose de plus en plus dans les faits et ça inclut une coordination également de plus en plus efficace entre les niveaux stratégiques et opérationnels. La tête est au courant de ce que font les jambes, si j'ose dire, employer une image un peu triviale.
Et ça, c'est coordination des niveaux stratégiques opérationnels et ce développement de la vision managériale participe à la création de valeur qui assure la pérennité de l'institution. Et ça, c'est un point capital pour qu'une norme trouve son ancrage dans une réalité. Et donc, pour résumer, plus la direction inclut la réflexion qualité dans sa démarche, plus la coordination entre les niveaux s'accentue et plus la création de valeur est facilitée, au point que la direction devient le moteur de ce cercle vertueux. Donc, voilà pourquoi, en quelques mots, le marché est prêt à accueillir la nouvelle norme EDUCA dans de bonnes conditions. Voilà, ça c'était le deuxième point que je voulais partager avec vous. On va peut-être passer au troisième chapitre de cette présentation, c'est celui qui est consacré aux adaptations que vous devrez faire pour mettre votre système qualité à niveau par rapport à la nouvelle norme. Donc, le premier niveau d'adaptation que vous allez devoir, auquel vous allez devoir vous plier, c'est acquérir un nouveau langage. Et pour ça, j'avais deux exemples de vocabulaire et une anecdote pour illustrer ce niveau d'adaptation auquel vous allez devoir faire face. Alors, le premier exemple concerne un épisode que j'ai vécu. Je me souviens de la tête que l'un de mes clients a poussée quand je lui ai parlé pour la première fois des parties prenantes, car il me semblait mûr pour qu'il puisse s'y intéresser. Il s'agissait, dans le cas précis, d'une petite école dont le modèle économique était ultra simple et avait fait ses preuves depuis longtemps. Il s'agissait de faire venir au moins pendant une année des participants du monde entier pour apprendre le français. Et quand j'ai présenté cette proposition à mon client, voilà ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, mais c'est pas utile que je m'encombre avec des choses compliquées. Je connais très bien les besoins de mes clients et ça suffit largement à délimiter le bassin de recrutement de mes futurs participants. Donc, c'est clair que face à cette réaction, j'ai quand même insisté et établir avec lui la liste des parties prenantes a été la première étape, la plus facile. Ensuite, il a fallu comprendre leurs attentes, formuler la façon dont mon client pouvait ou non les satisfaire. Et cela a débouché sur un tableau qui a permis d'identifier où se trouvaient les alliés, où se trouvaient les obstacles, au cas où mon client en serait venu à changer son modèle économique. Et pour la petite histoire, bien nous en a pris, car peu de temps après, le SEM fermait l'accès à la Suisse à des pays dont les ressortissants composaient près de 30% de sa clientèle. Alors, la morale de cette histoire, c'est qu'intégrer un nouveau langage prend du temps. Et la norme 2021 regorge de nouveaux termes et il va falloir compter un délai pour que vous puissiez vous imprégner de cette terminologie et l'intégrer dans votre propre organisation. Et également, si on revient aux différents messages qui ont été suscités par la présentation de Uli Burgi, on voit bien que cette difficulté va devoir être intégrée dans votre manière de vous adapter à cette nouvelle norme. Et puis, j'avais prévu un deuxième exemple avec la gestion des risques, puisque c'est un des éléments, un des critères nouveaux qui apparaît dans le principe A de la direction. Et ce nouveau critère est également équivalent à un nouveau vocabulaire à intégrer, mais on va gagner du temps parce que je profite de vous informer que ce critère gestion des risques fera l'objet d'un traitement spécial et le RQFA traitera spécifiquement de cet aspect dans un webinaire qui aura lieu mercredi prochain, le 9 février, de 11h à 12h30. Donc, pour entrer plus avant dans
l'exploration de ce critère, je vous invite à soit vous connecter sur rqfa.ch ou sur alice.ch, qui vous permettra de découvrir cela. Et en 1h30, je pense que vous aurez bien appris, bien compris comment tout ça va se goupiller, si j'ose dire. Le deuxième niveau d'adaptation concerne la mise à niveau de votre système qualité. Il est en lien avec l'amélioration continue qui ne peut fonctionner que si les processus sont connus et décrits. Donc, EDUCA 2021 insiste lourdement sur cette approche processus. Mais là aussi, j'ai une bonne nouvelle, c'est que les exigences essentielles qui sont contenues dans les 19 critères de la norme constituent pour chacun de ces critères la colonne vertébrale des processus à décrire. Si vous parcourez les exigences essentielles, vous allez vous rendre compte que les activités clés sont contenues dans ces exigences essentielles. Et ça va vous permettre, en reportant ces exigences et en les complétant avec quelques données supplémentaires, vous allez pouvoir facilement créer des fiches descriptives des processus clés constitutifs de votre système qualité. Donc ça, c'est aussi un point où la norme, le soin particulier que les porteurs de la norme ont apporté à l'édition de cette nouvelle mouture va vraiment vous faciliter la vie, mais comme je vous le disais tout à l'heure, ça aussi, ça va prendre un certain temps. Je vous propose maintenant de passer au dernier niveau d'adaptation que vous devrez envisager pour être dans les clous de la nouvelle norme. Ce troisième niveau d'adaptation concerne la pose des indicateurs. Et vous verrez que dans la norme, ils sont particulièrement mis en évidence. Et il faut savoir que jusqu'à 2012, la notion d'indicateur était effleurée et ne constituait que rarement un sujet de discussion lors des audits. On était dans le registre du quoi, avec ce genre de questions que vous avez certainement eu l'occasion d'entendre. Qu'avez-vous comme ressources pour ceci? Avez-vous tel document pour attester de cela, etc. Mais avec EDUCA, l'approche de la qualité par les processus va permettre à l'auditeur d'aborder la manière dont vous faites les choses, notamment de quels indicateurs vous disposez pour maîtriser tel ou tel processus, ou à travers quelles mesures vous vérifiez ou contrôlez une partie importante d'un processus décisif. Et je vous propose pour ça de regarder 3 exemples d'indicateurs à travers les questions que pourrait vous poser l'auditeur. L'auditeur pourrait venir avec une question de comment vérifiez-vous que votre processus qualité fonctionne? Ce n'est plus de exhibez-moi votre processus qualité, c'est comment vous faites pour le contrôler, pour le maîtriser. La même chose, comment savez-vous que vos équipes connaissent les objectifs qualité? Là aussi, ça ne va pas être de combien de séances vous faites avec vos équipes, mais c'est comment vous savez que vos équipes sont au courant de ce que vous avez mis en place. Et puis, une des dernières questions, ça serait aussi de comment contrôlez-vous que vos parties prenantes sont satisfaites? À qui vous allez vous adresser et par quels moyens vous surveillez la satisfaction de vos parties prenantes. Et les réponses que vous allez donner permettront donc à l'auditeur de se faire une idée du niveau de maîtrise que vous avez des exigences essentielles de la norme. Peut-être juste un mot important pour l'identification de ces indicateurs. Identifier ces indicateurs vous permettront donc de mettre en avant votre maîtrise, mais cette mise en avant est une affaire qui concerne les acteurs du processus concerné.
Ce sont eux qui vous fourniront des informations clés car ils sont en prise avec le contact, le concret au quotidien. Et il n'est pas raisonnable de penser que depuis votre bureau, vous pourrez fixer ces indicateurs sans concertation de vos équipes. Les consulter, les faire parler, les écouter constitue le chemin optimal pour poser des indicateurs pertinents qui seront en cohérence avec les exigences et le fonctionnement de votre organisation. Et ça aussi, c'est un point hyper important. Décider d'inclure le personnel au processus qualité certifié par Educa 2021 est probablement pour vous le meilleur moyen d'anticiper un risque de non-conformité. Donc, avec ce dia, je suis en train d'arriver à la fin de ma présentation. Voici encore un dernier pour la route et qui résume les points d'attention à retenir comme des bénéfices pour vous. La première chose, c'est que la nouvelle mouture d'Educa est une norme qui se préoccupe de la vision pérenne de votre organisation et qui met à disposition des ressources allant dans ce sens. Educa, c'est aussi des exigences qui soutiennent la circulation de la formation et de la collaboration interne. Et puis, là, l'abandon d'une philosophie arrêt sur image, la fin d'Educa marque la fin de cet instantané figé au moment T lors du passage de l'auditeur, car l'approche par les processus, qui est au cœur de la nouvelle norme, rend chaque acteur du scénario qui se déroule au quotidien et vous allez troquer la philosophie arrêt sur image pour une philosophie vidéo en continu. Voilà, en guise de conclusion, je dirais que Educa, sans jeu de mots, est un outil de première qualité pour accroître la valeur de votre organisation.